Et dans la grande table des idées aujourd'hui, préparée par Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez, nous sommes en compagnie de l'auteur et journaliste obituaire-ophile Denis Cosnard pour son ouvrage satirique de la Toussaint, L'annonce de ma mort est très exagérée, aux éditions du Cherche-Midi. Un livre qui traite du sujet le plus universel qui soit, la mort, et d'un exercice littéraire pour le moins singulier, le faire-part de décès. Denis Cosnard y mélange ici, dans la plus grande tradition oulipienne, faire-part réel et faire-part canular. Il n'a pas touché ses gains, c'était la dernière course. Il s'est éteint d'un souffle, sans bâcler son agonie, ni râle déplacé, conformément à la bienséance. Ici J à mes côtés, ou plutôt en face de moi, un heureux auteur, le jour de la Toussaint. Denis Cosnard, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien vivant, je vous rassure. Pour l'instant, l'émission vient de commencer. Alors, on va essayer de tenir. Pourquoi cette idée étrange de reprendre, alors d'abord, la tradition effectivement du faire-part de décès comme une sorte d'exercice à la fois réel et imaginaire, hein. Vous creusez les deux champs en parallèle, celui de la fiction et de ce qu'on pourrait imaginer des grands personnages, et aussi celui de faire-part réel que vous avez retrouvé et qui sont tous truculents. Oui, le genre, le faire-part de décès, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire qui s'ignore un peu et qui, moi, depuis que je suis à peu près adolescent, je trouve intéressant. J'ai commencé quand j'étais adolescent à découper des faire-part dans la presse, des faire-part qui me semblaient un peu hors du commun, un peu affriolants. Je les ai mis dans une grande enveloppe rouge. Et puis petit à petit, cette enveloppe a gonflé parce que des faire-part truculents, comme vous dites, on en trouve pas mal, de plus en plus. Et puis un jour, j'ai eu envie d'ouvrir cette enveloppe, cette chemise rouge, et j'en ai fait un livre. Alors, il faut savoir que c'est un exercice littéraire aussi parce qu'il y a des règles. Normalement. Il y a des règles. Il y a des règles d'écriture. C'est un genre littéraire qui est évidemment moins étudié au lycée. On ne l'étudie pas au lycée comme le roman, le sonnet ou le drame antique. Mais c'est un genre extrêmement codifié. Il y a un moule, c'est figé dans une rigidité quasiment cadavérique. C'est-à-dire que ça commence toujours de la même façon, ou à peu près. Il y a la famille, la liste des proches qui déplorent donc la mort d'une personne. Vous énoncez 4 lettres, hein, ça c'est voilà. Pâté ou Pâte ou P-A-T-E. Voilà, il y a la liste des perdants. Annonce trépassé, enterrement. Voilà, la liste des perdants, voilà, qui alors elle-même suit dans la tradition bourgeoise des règles très précises. On commence par les plus proches. Alors, historiquement, on commençait même uniquement par les hommes et puis ensuite venaient les femmes. Maintenant, les femmes ont le droit de venir quand même en tête, la veuve en particulier. Bon, alors, il y a la liste des perdants. Ensuite, effectivement, on annonce, on dit, on la douleur, on le chagrin, on la tristesse de vous faire part de la mort de... Et puis, effectivement, ensuite, il y a le T, il y a le trépassé. Parfois juste un nom, parfois des précisions, une biographie réduite, très succincte, vraiment réduite à l'essentiel. Et puis, il y a le dernier effectivement, c'est celui de l'enterrement. Voilà, celui qui donne lieu, qui donne un rendez-vous finalement pour célébrer la mémoire de celui qui vient de mourir. Et ces 4 lettres, bon, on peut faire sa propre tambouille et tous ne suivent pas ce schéma canonique P-A-T-E, mais oui, c'est un système qui est très figé depuis plus d'un siècle. C'est un canevas en quelque sorte. C'est un canevas, exactement. C'est un canevas qui est globalement respecté dans 90% des cas. Et puis, il y a heureusement de plus en plus de cas où ce canevas n'est pas respecté. Ce canevas, il était grosso modo en train de voler en éclats sous nos yeux, parce que voilà, la société bouge, la société change, la religion est quand même beaucoup moins pesante, Internet a déboulé là-dessus, donc tout est transformé. Et du coup, on prend plus de liberté. Et en fait, dès qu'on s'éloigne, dès qu'on fait un pas de côté par rapport à ce canevas extrêmement établi, extrêmement rigide, c'est à la fois toujours la fin d'une vie, et puis ça peut être le début d'un roman. Alors Denis Cosnard, on a le sentiment que c'est ce voyage-là que vous nous proposez à travers les faire-part, c'est à la fois un voyage assez savant, c'est un voyage historique. On passe effectivement de l'annonce orale, justement des clameurs d'une certaine manière, à une annonce écrite avec ses codes. On fait le tour aussi de la presse, quelle qu'elle soit, et ça en dit long finalement du rapport à la mort, de la maîtrise de sa propre mort, de qui annonce quoi, et du rapport au langage.
Exactement. Moi, ce qui m'a amusé, c'est effectivement, bon, peut-être qu'il y a évidemment la mort est un sujet essentiel, parce que là, on parle de choses, de textes qui ne parlent. Comme aurait dit Coluche, c'est l'histoire d'un mec, il meurt. Voilà, c'est faire part. Ils sont très courts et il n'y a qu'un personnage et il meurt d'emblée. Donc, on parle de quelque chose d'essentiel, mais et évidemment, c'est un sujet fort. Et moi, ce qui m'a amusé aussi, c'est de rigoler avec tout ça, c'est de faire une petite tour de valse avec la mort. On se dit, on va peut-être gagner, évidemment. Hein. À la fin, c'est elle qui gagne. Mais c'était une façon aussi de s'intéresser à cet exercice de style, à ce langage propre à la mort, et de raconter aussi son histoire. Vous disiez, ça a commencé par des crieurs. Il y a presque un siècle, des gens qui, avec une lanterne à la main, comme ça, étaient payés par les proches du défunt et allaient circuler dans les rues, au coin des bornes, et disaient réveillez-vous, gens qui dormez, vous êtes priés d'assister au convoi de feu, maître X ou Y. Et puis ensuite, ça a pris, mais là il a fallu attendre grosso modo le XVIIe siècle, ça a pris une tournure écrite d'abord à la main, puis imprimée Et publié. Et publiée, voilà, avec là ça s'appelait des billets d'enterrement à l'époque, puisqu'il s'agissait quand même avant tout de convier les gens à des enterrements. Alors, Denis Cosnar, on voit à quel point le phénomène est culturo-dépendant, à savoir l'annoncer de manière orale, de manière écrite, comment on l'annonce, sous quelle forme, humoristique ou non. C'est toujours cette dimension tragicomique dans les textes que vous avez choisis et ceux que vous avez écrits vous-même. Je vous propose d'écouter un avis de décès sur la première chaîne à La Réunion, et c'est celui en date du 27 octobre. À Saint-Paul, la première vous fait part du décès de Monsieur Thomas Pierre-Henri dit Gilbert. Monsieur Thomas Pierre-Henri dit Gilbert, décès survenu ce jour à l'âge de 73 ans, domicilié au 238 chemin Bracanotte à Saint-Gilles-Léo. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Le décès de Monsieur Le Breton Yves-Marie Raoul dit Bouboule. Monsieur Le Breton Yves-Marie Raoul dit Bouboule, décès survenu ce jour à l'âge de 63 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Et à Saint-Denis, décès de Monsieur Bernard Michel-Henri. Monsieur Bernard Michel-Henri, décès survenu dimanche à l'âge de 65 ans. La veillée mortuaire se tiendra au centre funéraire de Prima demain à partir de 16h. La bénédiction aura lieu au centre funéraire vendredi à 13h30, suivi de la crémation. La première adresse aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Denis Cosnar, on voit tout de suite à quel point l'exercice est périlleux pour le journaliste, puisqu'on bascule toujours dans une dimension un peu étrange, ne serait-ce que ce soit des vivants qui annoncent ces nouvelles-là, nous met dans une sorte de situation un peu absurde. Et on comprend là que l'art de la nécro, journalistique, exercice écrit, la plaisanterie, qu'elle soit préparée en avance, le pari sur les morts de l'année, etc., on comprend bien que cette double dimension, elle existe partout. Oui, effectivement, il y a toujours, on est au bord parfois, effectivement, du comique. Là, on entend ce monsieur qu'on appelle Bouboule, et on a envie d'en savoir plus sur Bouboule. Ça pourrait être le début, effectivement, d'un roman. Alors, effectivement, c'est pas tellement le cas en métropole, mais ailleurs, et notamment à La Réunion, en Martinique, il y a effectivement une tradition orale qui a subsisté, et ces litanies qu'on entendait peuvent durer parfois une demi-heure. Au moment du Covid, elles ont duré beaucoup plus longtemps. On avait des émissions qui ont duré 1 heure comme ça pour annoncer tous les morts du jour, et ce sont des émissions extrêmement suivies. On dit qu'à la Martinique, il y a 1/3 des habitants qui sont comme ça le matin à l'écoute de la radio pour savoir qui est mort, parce que ça permet notamment d'aller aux veillées mortuaires qui sont là-bas, un rite funéraire de première importance. Et c'est un peu l'équivalent de la presse régionale qu'on connaît. Le dos du journal. Il y a même une expression qui dit ça, le dos du journal. Le dos du journal. Mais on est des millions dans le monde à commencer la lecture des journaux par les pages obsèques, parce qu'on parle de choses vraiment cruciales, la vie, la mort,
et de personnes qui sont souvent proches de vous, qui peuvent être vos voisins, vos amis. Donc effectivement, ce sont des pages absolument essentielles dans la presse et qui, la presse a beau avoir beaucoup bougé depuis quelques dizaines d'années, ces pages-là sont restées intactes. Alors, dans l'écriture de ces faire-part, il y a quelque chose de l'ordre du rituel qui s'inscrirait dans ce que l'on appelle communément le deuil, le travail de deuil, Bien sûr. à savoir la mise en mots du récit, malgré tout, comique ou pas, que l'on fait de la vie du défunt. Qu'est-ce qu'on peut dire de Denis Cosnard, justement, de ce passage-là, c'est-à-dire le passage par le texte? Est-ce qu'il vient désacraliser? Est-ce qu'il vient sacraliser? On a besoin, quand quelqu'un vient de mourir, on a besoin d'un récit. On a besoin d'un récit. Et c'est évident. Les proches ont besoin d'un récit, souvent qui passe par une médiation, qui passe par quelqu'un d'autre. Alors, ça peut passer par un curé, par un rabbin, ça peut passer aussi par ce moment où on écrit un avis de décès et où on résume, on fait la liste d'abord de ceux qui perdent, voilà, de ceux qui sont les perdants, et puis où on résume la vie de quelqu'un. Moi, j'ai adoré, dans cette enquête que j'ai faite sur les avis de décès, trouver des personnages comme ça. Il y a un certain Jean Raoul, on le présente juste comme le bureau des solutions. J'aurais été ravi de rencontrer ce monsieur, le bureau des solutions. Je ne sais pas s'il pouvait tout résoudre, mais formidable. Il y a un certain Jean-Pierre aussi qu'on présentait comme le dernier Zazou de Saint-Germain-des-Prés. Lui aussi, on se dit, vraiment, c'est le début d'un roman, on aurait vraiment le rencontrer. Tout récemment, dans le Figaro, j'ai trouvé un avis aussi qui m'a ému. On dit, à propos d'un monsieur qui s'appelait René, « Il a lutté pour ne pas partir le premier et laisser seule son épouse Jacqueline. » Après ce dernier acte d'amour, René est décédé paisiblement le 19 octobre 2021, c'est tout récent, 4 jours après elle. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est à ce moment-là, effectivement, au moment où on écrit ça, que je ne sais pas s'il s'agit de sacraliser ou de désacraliser, mais il s'agit en tout cas de faire un récit qui permet de maintenir aussi ces personnes un petit peu vivantes. Et de faire une mémoire, c'est-à-dire d'inscrire là où il y a une perte. Je vous propose, vous parliez de rabbin, je vous propose d'écouter Delphine Horviller. Justement, c'était dans La Grande Table en mars dernier. La mort, c'est ce qui échappe au langage, en fait. Ou plutôt, le langage échappe à la mort, plus exactement. Et moi, j'ai souvent le sentiment que quand on accompagne les endeuillés et qu'on cherche à placer des mots, c'est une façon de leur dire que non, la mort n'aura pas le dernier mot, puisque notre langage va échapper à son domaine, à ses ténèbres. Quand on peut encore placer des mots, en fait, on conserve un peu la vie, on fait un peu gagner la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Denis Cosnard? Est-ce que la mort échappe aux mots? Est-ce que c'est autre chose, finalement, le récit, celui qu'on fait après? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? En tout cas, les mots ont un rôle crucial dans les rites funéraires et dans la façon dont on dit la mort et donc dont on vit la mort. Évidemment, c'est pas tout à fait un hasard que ce soit Delphine Horviller, qui est rabbin, qui disent tout ça. La Shoah, c'était l'objectif des nazis, c'était d'effacer, d'exterminer les Juifs d'Europe et d'effacer jusqu'à leur nom. Évidemment. Et tout le travail de Serge Klarsfeld en particulier, mais tout le travail de mémoire a consisté à retrouver la mémoire de tous ces défunts. Il y a ce fameux mur des noms au mémorial de la Shoah avec les noms de 76 000 juifs déportés de France. Voilà, c'est des sortes d'avis de décès réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire un nom, parfois une date. Voilà, c'est par rapport au schéma dont on parlait tout à l'heure, PATE. Voilà, là, c'est juste le nom qui subsiste. Et parfois, c'est néanmoins... voilà, c'est ça l'essentiel, au fond. On en revient vraiment à l'essence même de cet avis de décès. Parfois, on n'a même pas les noms, d'ailleurs. J'étais très, très ému, en fait, dans cette enquête, de voir que il y a une association qui s'appelle Les Morts de la rue, qui chaque année publie et fait dire les noms des SDF qui sont morts. Et voilà, ces SDF, c'est vraiment... voilà, on a souvent
leur prénom, et parfois même pas leur prénom. Voilà, c'est une litanie. Ça commence Damien, 38 ans, mort le 1er janvier à Paris. Jeff, 34 ans, mort le 1er janvier à Cavaillon. Parfois, voilà, c'est juste un homme mort le 2 janvier à Villejuif. On ne connaît même pas son nom, ou on a une hésitation. Mais à travers les mots, ces personnes subsistent un tout petit peu malgré tout. Alors le faire-part, c'est le premier maillon de la chaîne, puisqu'il va y avoir le rituel de l'enterrement, quel type d'enterrement, où est-ce qu'on enterre, comment on enterre. La dimension culturelle est fondamentale dans cette question-là. Vous vous êtes amusé à creuser un autre chemin, qui est une sorte de chemin de sublimation de Nick Osnar, qui est celui d'imaginer la mort de gens qui sont des personnages de fiction, de faire se promener cet exercice-là à travers la littérature, peut-être aussi pour l'éloigner de sa mission première, le détourner. Oui, parce que j'ai essayé de m'amuser dans ce livre, de trouver non seulement effectivement des faire-part tout à fait réels qui sortent du commun, et puis d'imaginer tous les pas de côté qu'on peut faire. Et quitte à faire mourir des personnages que j'inventais, je me suis dit, au fond, je peux les prendre, je peux les piquer comme ça dans la littérature. Donc j'ai beaucoup pioché dans des tas de romans, des tas de livres jusqu'à divers et variés. Harry Potter, c'est très varié. Potter, voilà, Harry Potter. J'ai imaginé celui d'un personnage de 4 mariages et un enterrement. Tu vois, vous voyez, Matthew, son compagnon, a l'inconsolable douleur d'annoncer la mort de Gareth, cuisinier abominable. Avec lui disparaît fort heureusement son canard à la banane. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. J'ai imaginé des faire-part en se privant d'une lettre, la lettre E ou la lettre A, etc. Tout est possible, puisqu'on a de plus en plus de liberté. Le moule antique et vénérable est en train de sauter, donc profitons-en, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, effectivement. Alors, Denis Cosnard, vous avez distingué les vrais et les faux, encadrés de gris, encadrés de noir, sauf qu'on a le sentiment qu'on ne pourra jamais avoir autant d'imagination que ce qui se passe dans la vraie vie, puisque au final, on trouve tout, des règlements de compte par faire-part interposés, des véritables guerres de faire-part, dans l'annonce, dans l'ordre des personnes, dans ce qui est dit, dans la manière de résumer la vie du défunt. Eh bien oui, une fois de plus, la réalité dépasse la fiction. Oui, j'ai retrouvé effectivement des cas vraiment incroyables, notamment celui effectivement concernant la mort de Paul Gilbert, qui était un journaliste, célèbre journaliste du Figaro, effectivement, et qui, au moment de sa mort, il y a eu un avis publié par sa femme, Raphaël Billedou, qui annonçait sa mort. Et puis, le lendemain, on a eu un autre avis concurrent, en quelque sorte, d'une femme qui expliquait qu'elle était, elle aussi, sa compagne. Et donc, on a compris qu'il y avait deux familles qui vivaient et qui revendiquaient toutes les deux, finalement, la mort de ce personnage. Et il y a eu effectivement une guerre des faire-part, une bataille incroyable entre ces deux femmes, par faire-part effectivement interposées, puisque ça a duré pendant des années à l'occasion des anniversaires de décès. On a eu des textes de plus en plus violents de la part de celles qui étaient considérées comme la maîtresse, chacune effectivement revendiquant cet héritage. Ça, je n'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Mais voilà, la réalité dépasse la fiction. Ça et les règlements de compte. Alors là, on n'en est même pas encore à l'héritage, qu'il y a déjà règlement de compte en disant que le défunt a vécu bien assez longtemps, même peut-être trop. Ça fait partie aussi de la vie. Il y a deux façons d'emprunter ce chemin-là du faire-part de décès de Denis Cosnard. Il y a d'un côté le volet... on pourrait dire sociologique, d'une certaine manière, historique, qui reprend ce qui a pu exister et les différentes traditions. Et de l'autre, il y a un volet littéraire avec la manière gourmande de se saisir des règles strictes imposées par les informations qu'il faut donner dans l'exercice et de faire un exercice oulipien. Alors, je vous propose d'écouter, puisque vous citez François Le Lyonnais, Dominique Roussillon, qui était sa secrétaire, qui raconte son décès. C'était le 13 mars 84, le décès, et c'était raconté sur France Culture en mars 93. Il est mort brutalement, il est mort à sa table de travail. Il est tombé sur le côté, en train de parler. Il n'avait pas peur de mourir.
il souhaitait mourir. Il trouvait qu'il était trop vieux. Il détestait l'idée d'être amoindri, ralenti. Et il avait adhéré à l'Association du droit de mourir dans la dignité, la DMD, pour s'assurer qu'on ne fasse pas sur lui d'acharnement thérapeutique au cas où. Et par ailleurs, il avait donné son corps à la science, comme on dit. Et j'avais la charge d'appeler la faculté de médecine après sa mort pour qu'on vienne chercher son corps. Ce que j'ai fait. Et puis un infirmier est venu de la faculté de médecine avec un chariot, un vieux chariot. Il est allé dans la chambre, il a mis François dans un sac plastique bleu, un sac poubelle. Il a attaché la petite ficelle en haut. Il l'a posé sur le chariot, il est reparti, c'était fini. Au revoir, madame. Denis Cosnard, on a le sentiment que la mort elle-même est maîtrisée selon des règles oulipiennes. La mort de François de Lyonnais, on ne s'attend pas à ce genre de récit. Oui, c'est un très beau récit, extrêmement émouvant avec ce personnage qui était un personnage incroyable, qui finit dans un sac plastique, en plastique bleu. Et en même temps, dont toutes les volontés sont exaucées d'une certaine manière. Et dont toutes les volontés sont exaucées, oui, effectivement. C'était un personnage incroyable qui avait survécu à la déportation, qui était un amateur de choses disparates. C'était le terme qu'il affectionnait, un grand collectionneur. Et moi, ce qui m'a touché dans son histoire, notamment, c'est qu'il avait l'idée de créer ce qu'il appelait la confrérie du troisième secteur. Alors, cette confrérie continue à me faire rêver. L'idée, c'était qu'il y avait dans la littérature, il y avait la littérature avec un L majuscule, les romans, etc. La littérature, un petit peu de seconde zone. Et puis, il y avait ce qu'il appelait un troisième secteur à côté de la littérature et de la paralittérature, dans lequel il mettait justement les graffitis, les épitaphes, les tatouages, les ex-voto, les publicités pharmaceutiques, enfin, des tas de choses qui, disait-il, s'écrivent mais ne se vendent pas. Et évidemment, les faire-part de décès, il avait commencé à faire une liste de tous ces éléments du troisième secteur, et les faire-part de décès font partie de cette longue liste. Et il avait essayé de créer cette confrérie du troisième secteur pour étudier dans tous ces détails tous ces faits de langage. Il n'a jamais réussi à mener à bien ce travail, hélas. Alors j'ai essayé de faire ça aussi un petit peu en sa mémoire, parce que moi j'adore l'Oulipo, j'adore cette littérature à contrainte, et évidemment le faire-part de décès est l'archétype d'une forme littéraire avec une contrainte extrêmement forte. Est-ce que justement, Denis Cosnard, cette grille poétique, finalement, pour aborder ce sujet-là, malgré tout existentiel, qu'on le veuille ou non, est-ce que c'était pas la seule grille possible pour le rendre aussi supportable et lui rendre cet aspect-là à la fois universel, incontournable, inexorable Oui, enfin moi je suis pas sûr que ce soit la seule grille. Il y a des tas de façons de parler de la mort. Delphine Orwiller a fait un livre magnifique qui est drôle par certains moments, mais qui aussi tire quelques larmes à d'autres moments, et qui est vraiment un très beau livre. Mais il y a une tradition d'humour noir, oui. On essaie quand même de faire un dernier croche-pied à la mort, tout en sachant que c'est elle qui va gagner. On essaie de l'apprivoiser un petit peu à travers l'humour, et c'est ce que j'ai essayé de faire, oui. Alors, ce que l'on retrouve dans l'écriture, c'est on parlait de la DMD, de la décision de mourir, oui, etc. Cette maîtrise-là, elle existe aussi dans l'écriture. Il existe des faire-part écrits par le futur défunt qui prend ça en charge lui-même, et ça nous en dit long de l'évolution du rapport à la mort, ou du rapport à la mort de chacun. Oui. Ceux qui décident, ceux qui ne décident rien, ceux qui maîtrisent où va aller leur corps, ceux qui ne le maîtrisent pas. Tout à fait. C'est une vieille tradition, en fait. J'ai été surpris en faisant ce travail de découvrir des faire-part où c'est le mort qui parle, qui a choisi d'organiser ça. Dès 1882,
un monsieur qui s'appelait Adolphe Pipe, avait préparé son texte à l'avance, et qui disait Monsieur Adolphe Pipe a l'honneur de vous informer de son départ pour l'autre monde, et il vous prie de lui donner un pas de conduite jusqu'au cimetière où il sera transporté civilement. Le terme civilement est tout sauf neutre, c'est-à-dire que clairement c'était un franc-maçon très anticlérical, et donc il y a toute une tradition en fait assez anticléricale où on revendique que voilà, la mort c'est la mort, on va pas, il n'y aura pas de résurrection. On revendique la fin. Et on revendique la fin, et on revendique de la maîtriser un peu. On essaie de maîtriser ce qu'évidemment on ne peut pas maîtriser réellement. Et en tout cas, on maîtrise son annonce. Et depuis, il y a effectivement toute une série d'anticléricaux qui ont écrit des textes un peu de ce type-là. Et c'est une tradition qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, avec des contraintes, là aussi, on parlait d'euthanasie par exemple, il y a effectivement... J'ai retrouvé aussi le texte d'une militante de l'association pour le droit à la mourir dans la dignité, comme François Le Lyonnais justement, dont le faire-part précisait qu'elle avait été contrainte de s'exiler en Suisse, pays humaniste, pour y mourir selon sa volonté. Donc voilà, elle souhaitait à la fois mourir... C'est aussi tout ça que recèle le texte. Voilà, c'est tout ça que... Voilà, vraiment, le texte est extrêmement riche. Et ce qui est intéressant, c'est que certains journaux comme Ouest France, puisqu'elle habitait dans l'ouest de la France, auquel cet avis avait été soumis, ont refusé de le publier. Le rédacteur en chef de Ouest France avait expliqué que la rubrique obsèques n'était pas une page où on ouvrait des débats, où on réglait des comptes. Voilà, pour les règlements de comptes dont vous parliez tout à l'heure. Pour en revenir aux règles. Alors on voit aussi qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont considérés comme des vrais cimetières, puisqu'il y a plus de personnes, ou il y en aura bientôt plus, de comptes de défunts sur Facebook par exemple, que de gens vivants. Il y a aussi ce hasard des algorithmes qui, n'étant pas prévenus du décès, vous rappelle au souvenir, au partage, etc. Il y a cette étrange mémoire... l'anniversaire des morts, oui. Exactement, cette étrange mémoire vivante qui existe à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, vous, dans votre enquête? Oui, c'est vrai que autant le faire-part à la papa est en train de mourir, disons qu'il est à l'article de sa mort, autant de nouveaux faire-part voient le jour sur Internet et permettent une liberté totale. Ça bouleverse ce genre, ça permet, au lieu de limiter les faire-part à quelques mots dans une colonne, et des mots qui sont... plus on met de mots, plus on paye cher en plus. Là, ça permet d'imaginer des sites de mémoire avec des photos, des vidéos, de la musique. Et d'ailleurs, pas forcément seulement pour les humains, puisqu'on trouve aussi des sites spécialisés pour annoncer la mort des chiens, des chats, et pour cultiver leur mémoire. Oui, alors ça va de pair avec les cimetières aussi pour animaux qui se sont développés, les lieux de culte. Pour en revenir à cette question des vrais faux morts, on arrive presque à un canular du coup, puisqu'on ne sait plus finalement dans les profils rencontrés qui est vivant, qui est mort. En tout cas, potentiellement, sauf si vous avez choisi de faire prendre ça en charge par un proche ou par les pompes funèbres, vous pouvez tomber sur le profil de quelqu'un de mort sans le savoir. Oui. Là, il y a aussi matière à fiction. Il y aurait matière à fiction, avec évidemment tous les gens qui ne sont pas morts et donc qu'on croit morts ou l'inverse. Évidemment, c'est le titre de mon livre en 1880, qui se réfère à une histoire qui est arrivée à Mark Twain. Mark Twain, expliquez-nous cette histoire. Voilà, en 1897, Mark Twain est donc le grand écrivain américain. Il a écrit Tom Sawyer, il est célèbre dans le monde entier. Et puis, il y a une agence de presse qui annonce sa mort à Londres. Et évidemment, quand les journalistes accourent pour savoir ce qu'il en est, Mark Twain fait cette mise au point que j'ai trouvée formidable. L'annonce de ma mort est très exagérée.
Alors, l'histoire est peut-être un peu trop belle, elle a été réécrite plusieurs fois, mais c'est ça, peu importe. D'abord, l'histoire est très belle et en plus, elle est assez vraie. Et cette formule, l'annonce de ma mort est très exagérée, a été reprise depuis par effectivement des tas de gens dont on annonce la mort avec un peu trop d'avance parfois. Bernard Tapie, par exemple, qui vient de mourir, sa mort a été annoncée, je crois, 3 fois de façon consécutive en 2020. Celle de Houellebecq. Celle de Houellebecq, celle de bien d'autres. Et effectivement, Bernard Tapie avait repris cette formule en disant « l'annonce de ma mort est très exagérée ». Alors, ces questions du fake news prend une autre dimension à travers l'annonce d'un décès. Il y a aussi la question du mythe. Qu'est-ce que l'on raconte sur le mort? Comment le mort se racontait lui-même sur ses réseaux? La question de la légende est mise en abîme par les nouvelles technologies. Oui, c'est vrai. Chacun peut créer sa légende. Je crois que c'est d'ailleurs un exercice intéressant à faire peut-être pour nous tous, de se dire écrire sa nécro, écrire finalement qu'est-ce qu'on aimerait qu'il reste de nous. Qu'est-ce qu'il restera de nous? Vous voyez, moi j'aimerais bien qu'on me dise que j'étais un bon fils, bon père, bon mari, bon journaliste, bon auteur. Mais peut-être que ce qui restera, c'est juste, voilà, te voilà dans la rubrique que tu aimais tant lire, ou bien il aimait trop les faire part de décès. Voilà, on ne sait pas ce qui restera de nous. Mais on peut essayer d'y réfléchir et de faire en sorte que ce qui reste de nous soit le meilleur. Denis Cosnard, qu'est-ce qui vous a surpris justement dans l'évolution que vous avez pu noter dans votre enquête de l'annonce orale à l'écriture, la publication dans les journaux, dans la PQR, l'annonce radiophonique jusqu'aux réseaux sociaux? Quel chemin vous avez pu reconstituer de l'évolution de l'annonce du faire-part? Alors, ce que j'ai retrouvé, c'est vraiment une histoire de règles qui se forment petit à petit, de règles qui se figent ensuite pour des siècles, d'abord avec ces billets d'enterrement, où là, l'objectif, c'est vraiment d'inviter les gens à l'enterrement, puis de faire part qui devient un texte bourgeois extrêmement codifié, dont on trouve encore des traces, par exemple classiquement dans le Figaro, où là vraiment on a un modèle assez typique. Et puis assez proche du faire-part de naissance d'ailleurs. Assez proche du faire-part de naissance, voilà, effectivement, mais qu'on peut quand même, on n'utilise pas tout à fait les mêmes mots, fort heureusement. Et puis d'une liberté qui... Alors effectivement, il y a certains devanciers, certains pionniers qui ont pris cette liberté assez tôt, comme ceux qu'on citait tout à l'heure, et puis ensuite une liberté qui est en train d'exploser. Merci Denis Cosnard d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, L'annonce de ma mort est très exagérée, et c'est aux éditions du Cherche Midi. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Iseut Sicard, à la réalisation Thomas Beau, à la technique Jean Frédérix. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application de Radio France.